Merci beaucoup pour l'invitation et pour votre participation à cet atelier. Donc, vous avez vu plusieurs exemples de psychiatrie de précision impliquée à la question du diagnostic. Et là, je vais développer une autre application, les biomarqueurs de ciblage thérapeutique. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec le contenu de cette présentation. Je vais juste redéfinir rapidement l'hallucination. Donc, il s'agit d'expériences qui sont sensorielles, qui sont involontaires, qui surviennent en l'absence de stimulation des organes des sens. Et ça, c'est important parce que ça reste une expérience subjective. Et donc, là, on va parler d'objectiver cette expérience subjective, qui survient à l'éveil. Mais quelque chose d'important, c'est qu'il ne s'agit pas d'un symptôme tonique présent de manière constante, comme par exemple l'humeur dépressive. Il s'agit de symptômes phasiques. Donc l'envahissement, il va être récurrent. Vous allez avoir une hallucination qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques principales de cette expérience. Alors, elle n'est pas propre à la schizophrénie. Hein. On l'observe le long d'un continuum qui va du normal au pathologique, mais quand même, dans la pathologie schizophrénique, elle est présente chez plus de 70 à 75% des cas et elle peut échapper au traitement dans à peu près un quart des cas. Donc, c'est vraiment un souci clinique majeur. Alors, depuis une dizaine d'années, on a essayé de caractériser les bases neurales de ces expériences hallucinatoires. Et il y a une catégorie d'études un petit peu particulière sur laquelle je vais m'arrêter ici, qui sont ce qu'on appelle les études de capture hallucinatoire, et qui s'appuient sur le fait que justement ce symptôme est phasique. C'est-à-dire qu'on peut aller chez un sujet, comparer les périodes avec et sans symptômes. Et vous voyez, par exemple, sur les résultats de cette méta-analyse, que quand on utilise ce type de méthode d'imagerie de capture, eh bien, on peut mettre en évidence le réseau fonctionnel associé aux symptômes, qui est propre à l'individu. Là, c'est moyenné sur de nombreuses études, mais globalement, ici, pour les patients qui entendent des voix, vous allez retrouver le réseau du langage. Et ce sont des réseaux qui sont modalité dépendants, c'est-à-dire que si vous incluez des patients qui présentent majoritairement des hallucinations auditives, vous allez avoir ce réseau du langage. Si vous avez des patients qui présentent des hallucinations visuelles, vous aurez des réseaux qui activent les aires visuelles, bien entendu, principalement associatives. Les cortex primaires sont finalement présents chez quelques sujets, mais ne survivent pas à l'analyse de groupe. Le problème, c'est que ces méthodes de capture, elles étaient extrêmement lourdes à réaliser. Elles nécessitaient une participation active du sujet qui devait indiquer la survenue du symptôme dans l'IRM. C'était assez compliqué. Et donc, à peu près, ça nous a pris à peu près une dizaine d'années pour réussir à développer un biomarqueur qui permet donc la détection automatique de ces hallucinations sur une séquence IRM d'à peu près une vingtaine de minutes. Là, vous comprenez tout de suite que si on veut pouvoir le détecter, il faut que le patient il ait 2, 3, 5 épisodes sur 20 minutes. Donc ça ne s'adresse pas à n'importe quel patient. C'est des patients qui ont plusieurs épisodes hallucinatoires par heure. Mais ce sont ceux aussi qui sont de bons candidats à la stimulation magnétique transcrânienne. J'y reviendrai après. Et donc en utilisant des outils d'apprentissage statistique, on a pu déterminer, vous voyez ici une carte de contribution fonctionnelle, déterminer les réseaux qui sont associés à l'émergence de ces expériences hallucinatoires. Il y a une contribution très importante, notamment du Broca et de son homologue droit, qui se superpose bien avec ce qu'on avait déjà observé dans les méta-analyses, mais qui ici, vous voyez, grâce à l'analyse multivariée, nous permet de voir que ce n'est pas juste une suractivation du Broca, il y a vraiment un motif très particulier au niveau de cette région qui est associé à l'émergence du symptôme. Et si je permute les poids de ces voxels sur la carte du Broca, eh bien, je perds complètement la capacité de détection de mon algorithme. Je passe de la courbe de prédiction noire à la courbe de prédiction bleue, c'est-à-dire vraiment d'à peu près 85% de détection à 65% de détection. Donc, le motif fonctionnel qui est identifié dans l'aire de Broca est absolument spécifique. Et comme un biomarqueur, il doit répondre à un certain nombre de critères qui sont des critères de fiabilité, de réplicabilité. On l'a bien sûr validé sur plusieurs échantillons indépendants, mais on voulait aussi s'assurer que notre décodeur n'allait pas surdétecter des épisodes mentaux concurrents. Parce que quand on scanne quelqu'un dans l'IRM, vous savez, si vous l'avez déjà fait, qu'on peut avoir du coup une attention flottante, on peut penser à un certain nombre de choses. Ça va bien sûr activer des réseaux fonctionnels. On peut faire de l'imagerie verbale au repos. Je peux
m'imaginer en train de parler ou penser à des conversations que j'ai eues, ça va activer le réseau du langage. Et donc, il fallait absolument s'assurer qu'on ne surdétectait pas ce réseau du langage, mais que c'était bien un motif propre à l'hallucination. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi revalidé. Vous voyez, à chaque fois, les tailles d'échantillons sont très importantes. 840 labels qui ont été utilisés et qui permettent de réduire le taux de détection de faux positifs à moins de 20%. Ça peut paraître encore un peu limite, mais imaginez pouvoir détecter un épisode hallucinatoire et le différencier d'un épisode d'imagerie verbale dans l'IRM en 20 minutes. Ça vous donne un petit peu le défi auquel on a dû s'atteler. Alors, un détecteur qui est sensible, un détecteur qui est spécifique, qui est réplicable sur des échantillons indépendants, ça veut dire qu'on peut s'en servir comme signature physiologique pour guider des traitements. Et la cible physiologique évidente, mais j'en présenterai d'autres dans les perspectives, c'est de s'en servir pour déterminer des cibles à neuromoduler, par exemple en utilisant la stimulation magnétique transcrânienne. La stimulation magnétique transcrânienne répétitive, elle est connue depuis de nombreuses années, depuis les travaux Princeps de Ralph Hoffman à Yale notamment. Et dans ces travaux, la plupart du temps, cette stimulation a été appliquée sur la jonction temporopariétale gauche avec un repérage au scalp, donc un repérage très grossier qui était fait au scalp, même cible pour tous les patients. Et vous voyez les résultats ici reportés dans ces essais contrôlés randomisés. Comme souvent, quand on développe une nouvelle technique, vous voyez une tendance à la diminution de la taille d'effet avec le temps. Il y a un enthousiasme initial, puis les premiers essais négatifs arrivent. Aujourd'hui, on est sur une taille d'effet qui est retrouvée dans à peu près toutes les méta-analyses, qui est autour de 0,4. Donc c'est une taille d'effet qui est faible, qui est toujours significative, mais qui est faible. Et donc il y a de la place, du coup, pour essayer d'améliorer cette taille d'effet. Deux grandes stratégies d'amélioration, changer les paramètres de stimulation, essayer de repenser le ciblage. Donc là, moi, je vais vous présenter la stratégie de ciblage, c'est-à-dire j'utilise des paramètres de stimulation absolument classiques qui sont proposés dans les protocoles, la stimulation à 1 Hz avec un nombre de pulses prédéfini. Mais ce qui va changer, ce qu'on va personnaliser, c'est le choix de la cible. Alors on a réalisé donc un essai de supériorité qui s'est terminé maintenant, qui s'appelle l'essai multimodal, dans lequel on a comparé, donc tous les patients inclus finalement se retrouvaient dans un bras actif, des patients qui avaient un repérage au scalp classique T3-P3 et des patients qui avaient une cible personnalisée définie sur la base de notre technique d'imagerie de capture fonctionnelle. Ces patients étaient ensuite suivis sur plusieurs mois pour évaluer notamment la durée de l'efficacité du traitement. Vous avez ici les résultats de cet essai. Vous voyez dans le cadran A et dans le cadran B projeter les cartes d'activation moyenne dans le cadran A chez ces patients. Vous voyez en B la distribution des cibles. En bleu représentait la région T3-P3, donc la jonction temporopariétale. Et puis en orange, l'ensemble des cibles qui ont été utilisées, chaque point représentant un patient inclus dans l'étude. Et vous voyez une différence significative entre les deux bras de l'étude, et notamment une réponse qui... donc notre critère de jugement principal ici était l'efficacité à 1 mois, donc une efficacité à 1 mois qui est retrouvée ici en intention de traiter, qui se maintient à 3 mois et une efficacité qui se maintient en analyse par protocole à 6 mois. Alors, qu'est-ce qui permet d'expliquer cette réponse? Bon, nous, on pense que, bien sûr, c'est la neuronavigation, mais pour essayer d'aller un petit peu plus loin, on a étudié, on a modélisé la diffusion électrique du champ dans les tissus. Et on est allé regarder l'intersection entre ce champ électrique induit et le réseau hallucinatoire. Et ce qui semble guider la réponse, vous voyez, les répondeurs sont en rose et les non-répondeurs sont en vert. Ce qui semble guider la réponse, c'est effectivement le nombre de voxels touchés dans le réseau hallucinatoire et le fait qu'on ait des hubs au sein de ce réseau qui soient dans la zone du champ électrique, c'est-à-dire avec des poids sur la carte fonctionnelle qui sont plus importants, les IC weights que vous voyez ici, qui sont les zones les plus actives du réseau hallucinatoire. Donc si les zones les plus actives de ce réseau hallucinatoire sont dans la zone de stimulation électrique, les patients répondent mieux. Donc, ce qui prédit la réponse ici, ce n'est pas l'amplitude du champ magnétique appliqué. Vous voyez la dernière présentation, l'énergie. De toute façon, tous les patients étaient stimulés à 100% du seuil moteur. Mais c'est vraiment le fait qu'on est au-dessus de la cible et qu'on va pouvoir diffuser l'effet au sein de ce réseau.
Autre utilisation possible de cette imagerie de capture, le fait d'avoir pu automatiser la détection. Ici, ça nous permet d'envisager des applications en temps réel. Donc ça, c'est un travail qui est mis en place dans le cadre du projet Unreal, qui est un projet du PEPR Propsy, qui est actuellement mis en place par Valeria Finelli, qui est doctorante. Et dans ce projet, comme on a cette possibilité d'avoir une signature physiologique en temps réel de l'hallucination, on va entraîner des sujets présentant des hallucinations à s'éloigner de l'état hallucinatoire. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on leur donne des stratégies cognitives qu'ils vont pouvoir utiliser dans l'IRM, et ils vont avoir le retour en temps réel de l'efficacité de ces stratégies cognitives sur leur réseau hallucinatoire. La performance ici est mesurée, la performance de ces stratégies est mesurée par leur capacité à finalement sortir de cet état hallucinatoire sur le plan physiologique. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de... Bien sûr, on évaluera l'efficacité de la thérapie avec des échelles avant-après, mais on peut la mesurer aussi en temps réel et renvoyer le feedback au patient. C'est un mécanisme d'apprentissage par renforcement où il peut de lui-même choisir la stratégie la plus efficace. Donc on a sélectionné un certain nombre de stratégies de coping utilisées fréquemment dans les thérapies de contrôle, de gestion des voix. On a aussi choisi ces stratégies sur la base d'hypothèses physiopathologiques complémentaires. Toutes les stratégies ne vont pas interagir avec l'hallucination de la même façon. Certaines stratégies sont compétitives, d'autres sont plutôt des stratégies de détournement intentionnel, etc., etc. Et donc, le sujet va personnaliser les stratégies de coping à utiliser dans sa thérapie sur des séances d'IRM préalables, et on évaluera l'efficacité ensuite du maintien de cette psychothérapie dans le temps, au-delà bien sûr de l'IRM. Toute la psychothérapie ne se fait pas dans l'IRM, mais on essaye de donner un coup de booster au démarrage de la thérapie. Donc ça, c'est un projet qui va démarrer au dernier trimestre de cette année, dans le cadre du PEPR Propsy. Je n'ai pas de résultats à vous présenter pour l'instant, mais c'est une deuxième application, vous voyez, qui vient enrichir un petit peu l'offre de soins personnalisés, neuroguidés, que l'on peut mettre en place avec ce type d'outils. Si vous voulez en savoir plus sur les traitements neuroguidés, je vous renvoie aussi vers ce numéro spécial. Vous trouverez quelques exemples complémentaires. Et je vous remercie pour votre attention. Je serai très content de répondre à vos questions.